Pourquoi il est impossible de rater sa vie? C'est le titre du livre de mon invité de ce soir et c'est aussi la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Mon invité ce soir, c'est donc Marc Weliński. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Installez-vous. Alors pourquoi il est impossible de rater sa vie? Ça c'est une question assez complexe qui peut faire sourire. On parle beaucoup aujourd'hui de développement personnel, comment réussir sa vie, comment vivre en pleine conscience. Vous avez fait un petit peu l'anti-livre de développement personnel, même si finalement c'en est un aussi. C'en est un aussi, le développement personnel a son utilité, mais ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il est impossible de rater sa vie. Et je m'en suis aperçu très tard. Je m'en suis aperçu après la soixantaine. Ouais. Et si je m'en étais aperçu plus tôt, ça aurait probablement changé beaucoup de choses dans mon existence. Justement, on va en parler. Déjà, un mot du développement personnel, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein, ça vient de nos sociétés occidentales. C'est assez récent. Et pourtant, ça représente des milliards de chiffres d'affaires tous les ans. Dans le monde entier, aux États-Unis, je crois que c'est 13 milliards en 5 ans. C'est un marché énorme. Le développement personnel, le self-development, tout ça, c'est un marché très très important aux États-Unis, en France, dans le monde entier. Et vous voulez savoir d'où ça vient, ce développement personnel? En 2 mots, en fait, ça vient du New Age des années 60 américaines, où on pensait qu'on allait aller dans une société qui ne serait plus une société de combativité, une société de rivalité, mais une société plutôt d'alliance, de bonheur, etc. Et puis finalement, voilà. Et puis après, il y a eu les hippies, etc. Et ce temps n'est pas arrivé. Et les gens de la Californie se sont dit, bon, nous, le temps que ce monde idéal arrive, ils appelaient ça l'ère du Verseau, eh ben, on va penser à notre pomme, on va gagner de l'argent, c'est le début de la Silicon Valley, de l'Internet, etc. Donc ce développement personnel, on va être nous des bonnes personnes en attendant que le monde entier devienne une bonne personne. Ce qui arrivera peut-être un jour, il ne faut pas être négatif, mais pour l'instant, ils pensent plus à eux, donc développement personnel. Et est-ce que finalement ce développement personnel, il n'aide pas aussi l'individualisme qui ronge notre société et qui finalement pose aussi problème in fine? C'est ce que je dis dans un des chapitres de ce livre, pourquoi il est impossible de rater sa vie, c'est que le développement personnel, c'est bien, mais si on est tout seul à se développer, tout seul à être heureux, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être riche à Sao Paulo quand tout le monde est pauvre autour de soi? Il vaut mieux être pauvre ou relativement pauvre à Zurich, dans un milieu quand même sécurisé, que riche à Sao Paulo, où il faut faire attention en permanence, quand les enfants vont à l'école, qu'ils ne se fassent pas enlever. Vivre dans une maison avec des murs, d'avoir une maison avec des murs, de vivre avec des gardiens, etc. Donc l'idée, en fait, c'est une idée toute simple, l'idée qu'on peut être heureux tout seul, qu'il puisse y avoir un bonheur personnel, être antithétique d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle un oxymore en philosophie, c'est-à-dire que c'est une contradiction. Et justement aujourd'hui, on va continuer d'en parler évidemment, mais comment vous vous définissez? Vous êtes un philosophe, vous avez travaillé en télé plusieurs années, vous avez une grande carrière et de l'expérience aussi. On en parlera dans un instant de l'expérience qui est importante dans la vie justement, qui marque parfois une étape. Comment vous vous définissez vous aujourd'hui? Alors, effectivement, j'ai passé 40 ans dans la télévision. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Mezzo, une chaîne musicale. Avec Jacques Et Chancel. maintenant, je suis un petit peu retiré de tout cet aspect opérationnel. Je suis écrivain, je suis romancier, je suis essayiste. Voilà, j'essaye de partager mon expérience, tant que je le peux encore, parce que voilà, 65 ans d'expérience, beaucoup de choses, c'est intéressant, ça peut être utile, et beaucoup de lectures évidemment, puisque j'ai une formation de philosophe, effectivement, même si je ne suis pas prof de philo, j'ai une formation de philosophe, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça. Donc voilà, romancier, essayiste, comme vous voulez. Intéressant de partager son expérience ou indispensable pour son bien-être personnel? Je vais quand même parler de quelque chose, parce que pourquoi il est impossible de rater sa vie? On parle essentiellement aussi, dans nos sociétés occidentales, d'être heureux. Parce que c'est indispensable. Les gens, quand on leur demande c'est quoi réussir sa vie, c'est avant tout d'être heureux et d'avoir du bien-être. Et en fait, il y a une courbe qui est hyper intéressante dans le livre. On voit qu'en fonction de l'âge, on a une montée en puissance, on va dire, jusqu'à 18 ans, jusqu'à la majorité. Puis ensuite une décroissance jusqu'à un point assez chaotique qui est la cinquantaine. Vous l'avez traversé cette période? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là? Absolument, je l'ai traversé. Beaucoup la traversent. Ça peut être à 40, ça peut être à 60, ça peut être avant. C'est très très intéressant cette courbe du bonheur. Il s'agit d'études américaines. Alors attention, ce n'est pas tout à fait la courbe du bonheur, c'est la capacité à être heureux. Et on s'aperçoit que voilà, jusqu'à l'âge au début de la vie, je dirais vingtaine, jusqu'à 30 ans, etc., on a une capacité au bonheur
très importante, parce qu'on a la vie devant soi, d'une certaine façon. Puis après, il y a les déceptions de l'existence. Il y a toujours des déceptions. Les rêves d'enfance qui ne se réalisent pas. On ne pas. réalise pas tous ces trucs, on ne trouve pas forcément l'homme ou la femme de ses rêves, on ne fait pas le job de ses rêves, et puis le boulot c'est dur, etc. Et il y a un creux à l'âge de 50 ans, en moyenne. Et c'est dans tous les pays. Hein, dans tous les pays. Et il y a un creux, c'est-à-dire un moment donné où on se dit « j'ai raté ma vie ». Alors il y en a qui ne se le disent pas, mais où on a la propension à se dire « j'ai raté ma vie ». Et après, la courbe remonte. La courbe remonte et la courbe du bonheur devient de plus en plus intéressante jusqu'à 60, 65 ans, etc. Parce qu'on laisse tomber aussi les injonctions de la société qu'on n'a pas su réaliser. Exactement. Et puis de toute façon, c'est trop tard, donc on passe à autre chose. Exactement. C'est le moment où on se dit, j'ai pas réalisé mes rêves, Ouais. mais est-ce que c'était vraiment ça le plus important? Finalement, est-ce que le plus important, ce n'est pas de vivre sa vie avec une certaine intensité, avec une certaine densité? Et on s'en rend compte physiquement à ce moment-là. Et c'est pour ça que la courbe du bonheur repart, parce que il y a un tas d'injonctions, comme vous dites, qu'on a éliminées, qu'on a laissé tomber, qu'on a laissé de côté. On s'est dit, quelle importance. J'ai pas fait ça, mais quelle importance. Tout à fait. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est justement, c'est quoi une vie réussie? Parce que pour la rater, il faudrait être, à contrario, de quelqu'un qui l'a réussi. On a des exemples parfois de personnalités qui réussissent, peut-être qui nous font mettre notre barre un petit peu trop haut et qui nous donnent ce sentiment de ne pas servir à grand-chose ou de ne pas être là où on voulait être ou devrait être. Ouais. C'est quoi réussir sa vie alors? Alors, je pose la question dans le livre. J'apporte pas une réponse, mais je propose un certain nombre de réponses. Et notamment, j'ai pris l'avis d'un certain nombre de personnalités qu'on connaît. Est-ce que Churchill... Vous connaissez Churchill, Premier ministre britannique qui a été l'homme, le premier qui s'est dressé face à Hitler, une des personnalités politiques les plus connues de tous les temps. Est-ce qu'il a réussi sa vie? Oui, d'une certaine façon. Il faut savoir qu'il a été dépressif toute sa vie. En tout cas, il a peut-être réussi, mais il n'a pas été heureux. C'est ça voilà, il a réussi sa vie, peut-être il n'a pas été heureux. Moi, je dis qu'il a... On ne peut pas réussir ou rater sa vie. Il a fait un certain nombre de choses, il a vécu avec une certaine densité. Et même si vous êtes malheureux, ça ne veut pas dire que vous ayez raté votre vie. L'adéquation entre bonheur et réussite ne me paraît pas la bonne chose. Van Gogh, il a vendu un tableau dans toute sa vie. Dans son vivant, en tout cas. Il a été malheureux toute sa vie, Van Gogh. Et quand on lui tendait une main secourable, quand les gens essayaient de l'aider, il n'en voulait pas. Parce qu'il voulait rester dans cette espèce de vie, parce qu'il ne cherchait pas le bonheur. En fait, les artistes, souvent, ne cherchent pas le bonheur. Et c'est ce qui leur permet aussi de trouver parfois l'inspiration et d'être prolifiques dans l'art. Absolument. Ils sont interpellés par quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes, et ils ne cherchent pas forcément le bonheur. Et ça nous interpelle, parce que on est dans une société, c'est assez récent, hein, où il faut être heureux, c'est une injonction, on recherche absolument le bonheur. Or c'est pas forcément ça. Et à d'autres époques, on recherchait plutôt à servir Dieu, ou à servir le roi, ou plein d'autres choses. C'est très récent de se dire on recherche le bonheur. Il faut prendre de la distance. C'est pour ça que c'est plutôt quand même un ouvrage de philosophie. J'essaye de prendre de la distance sur notre époque, en disant non, cette recherche fanatique du bonheur, c'est pas forcément ça qui va nous faire réussir. Et elle est très récente. Elle est récente, bien sûr. Elle est très récente. C'est une espèce de bonheur un peu hédoniste, un peu personnel. On en revient là. C'est-à-dire ce bonheur d'une vie de plaisir. Surtout éviter les déplaisirs. Surtout éviter tout ce qui fait mal. Or, à éviter tout ce qui fait mal dans la vie, on finit par ne plus vivre. Oui. Parce que tout est un risque et tout est un risque. Tout peut emmener sur du bon ou du mauvais. Justement, cette société, on en parle aujourd'hui, elle est totalement bouleversée. Ça va faire 20 ans qu'Internet est dans notre quotidien quasi pour tous. Les réseaux sociaux aussi. Est-ce que ça participe pas aussi à ce mirage qui dirait qu'en fait, on ne peut pas être heureux parce que les autres le sont plus que nous? Et qui du coup met pas aussi une règle qui fait que si les autres sont heureux, je ne peux pas, et pour être heureux, il faudrait que les autres ne le soient pas. Et absolument. Alors juste un petit point, juste avant de vous répondre, je suis content que vous me posiez cette question, parce que évidemment, comme je vous ai dit, j'ai un certain âge, et j'ai bien vu le monde des médias, et il s'est passé ces 5 dernières années plus de choses que dans les 40 années précédentes dans le monde des médias. Avec le développement des réseaux sociaux, des outils de communication, ceux qu'on utilise aujourd'hui, etc., ça a changé les choses de façon absolument incroyable. Et alors, ça a développé chez les gens quand même un truc qui
enfin, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est que ça a développé quelque chose qui est, je suis toujours connecté, je suis pas vraiment dans ma vie, je suis dans ma vie, mais je suis en même temps au téléphone, je suis en même temps en train d'envoyer un message, etc. Et vous vous posez en permanence la question, finalement, je suis là en ce moment avec vous, est-ce que je pourrais pas être mieux ailleurs, Oui. avec quelqu'un d'autre? Ou Ça peut marcher pour les couples aussi, ça peut marcher pour le travail. Ça peut marcher pour les couples. Les réseaux, le fait d'avoir cette extension numérique de la vie fait qu'on se pose la question en permanence, est-ce que je ne pourrais pas être mieux ailleurs? Et c'est extrêmement frustrant parce que oui, vous pouvez toujours trouver un endroit ou imaginer un endroit où vous êtes mieux ailleurs. Là où je dis qu'on ne peut pas rater sa vie, c'est qu'il y a une façon très simple d'éviter ça, c'est peut-être restreindre un petit peu sa vie et de se dire, lorsque vous êtes dans une situation, etc., c'est le moment, c'est ici que je dois être, à ce moment-là, c'est le temps présent, je dois être ici, à ce moment-là, avec les bonnes personnes. Et là, les choses changent. Parce que, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On ne fait que vivre. C'est notre seul métier, c'est notre seule activité, c'est la vie et c'est la nôtre. Donc, qu'on fasse une chose ou qu'une autre, on fait toujours l'activité de vivre. C'est notre première activité, elle est permanente, elle est totale, on ne fait que ça. C'est un regard différent. Vous savez, il m'a fallu, comme je dis, 60 ans pour comprendre ça, parce que je me prenais les choux sur des trucs, je ne veux pas savoir. Le nombre de projets que j'ai eus, de trucs que j'ai ratés, bon, quelques trucs que j'ai réussi quand même, mais beaucoup. Et je me suis dit un jour, mais ça a été une vraie révélation, je me suis dit, mais quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne peut pas rater sa vie. Vous êtes le seul à pouvoir réussir votre vie et vous êtes le seul à pouvoir le rater. Donc, de toute façon, personne ne peut ni la réussir ni la rater à votre place. Exactement. Et un truc qui peut être rassurant si on reste un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on apprend dans le livre que pour un adulte, en tout cas, il suffit de 7 jours pour se sevrer d'être accro aux réseaux sociaux. Absolument. On peut les lâcher en moins de 7 jours. Quoi. Donc c'est à la portée de tous, évidemment. Un mot aussi sur les réseaux sociaux. La tendance à toujours publier que le meilleur de sa vie. On a tendance à ne pas trop, sauf sur d'autres, on en parlera tout à l'heure, de vie de merde, pour le citer par exemple, mais on a tendance sur Instagram ou sur Facebook à ne montrer que les bons moments de sa vie, et du coup augmenter la frustration des autres, de se dire, il y a vraiment que moi qui vis des trucs compliqués du coup. Alors, quand vous montrez les meilleurs moments de votre vie sur les réseaux sociaux, vous frustrez un peu les autres parce qu'ils disent, oh là là, il est parti, il est sous les tropiques, il est machin, il a un joli petit chien, il est machin. Donc vous pouvez attiser une certaine jalousie. Mais vous créez potentiellement une frustration pour vous-même aussi, parce que vous êtes obligé de maintenir en permanence cette carte postale positive. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est qu'il faut rentrer, il faut bosser, on a des ennuis, on a des problèmes, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, etc. C'est ça l'existence. Alors que sur les réseaux, vous êtes obligé de maintenir cette fiction d'une vie qui va bien en permanence. Et ça, regardez les stars. Hein. Regardez les stars, alors ça c'est pas nouveau, hein, mais des stars comme Marilyn Monroe, j'en parle, etc., où les gens vendaient la femme sublime, la femme heureuse, etc. Et ben vous voyez ce que ça donne des vies de merde. Ça donne des vies de merde. On en reparlera tout à l'heure de Marilyn Monroe. Ouais. Non, mais peut-être des grandes réussites au niveau artistique, etc., mais des vies où on est malheureux. Bon, en tout cas, des vies qui ne sont pas ratées, parce qu'on ne peut pas rater sa vie. On ne peut toujours pas rater sa vie, effectivement. Un mot aussi peut-être justement de cette capacité que l'on a à s'accorder tous les succès qui nous arrivent et rejeter sur les autres les échecs, en fait. C'est jamais de notre faute quand ça ne marche pas. Par contre, ça l'est quand ça marche. Oui, ça c'est très classique. Les psychologues appellent ça le biais d'autocomplaisance. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive de bien, c'est grâce à moi, ma réussite, mon travail, mes capacités, etc. Et tout ce qui nous arrive de mal dans la vie, ça fausse de l'extérieur. C'est parce que je ne suis pas né au bon endroit, parce que je n'étais pas dans la bonne ethnie, parce que ce n'était pas le moment, c'est les autres, on ne m'a pas aidé, etc. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tout de son existence. C'est-à-dire qu'on regarde sa vie telle qu'elle est, avec les côtés positifs et négatifs. Ça a l'air tout simple, mais on la regarde telle qu'elle est. Et on se dit, c'est ma vie, je ne peux pas la rater. C'est mon existence avec tout ce qui peut m'arriver de positif ou négatif. Et ça c'est très libératoire, je trouve. C'est très libératoire de prendre ça en charge et de dire... En fait, il faut changer de paradigme. Le problème, ce n'est pas de réussir ou de rater sa vie, c'est de la vivre avec densité, avec intensité.
Et de ne pas voir le négatif partout. On a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt à Paris. On a une maire de Paris qui était la semaine dernière encore vent debout contre les peines à jouir. Ceux qui ont la difficulté de reconnaître le bon dans ce qu'il y a. Alors effectivement, ça va créer des embouteillages à Paris. Mais en fait, c'est une fête internationale qui va être célébrée quoi qu'il arrive. C'était le cas aussi de la dernière Coupe du Monde qui a été décriée pour des raisons louables, en plus d'esclaves utilisés pour construire des stades dans le désert. Et finalement, quand c'est arrivé, ça a été la Coupe du Monde la plus regardée en France. D'où ça vient cette capacité à se pourrir la vie soi-même, à ne pas accepter le bonheur et finalement l'utiliser quand même une fois qu'il est là? C'est qu'il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice à voir des choses qui ne vont pas. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que les journaux ne fonctionneraient pas si tout allait bien dans le monde. Voilà. Et s'il ne se passait rien, il n'y aurait pas besoin de journaux télévisés. Comme on dit souvent, les journaux ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc on vous parle des malheurs, de la guerre, etc. Alors que quand même, quelque part, 90% de l'humanité vit, sinon heureux, du moins dans une certaine paix. Voilà. Donc il y a ça. Il y a des gens qui ont la profession. Alors ça, les réseaux sociaux aussi développent ça, parce que il y a des gens qui font profession de mettre en avant toujours le côté négatif. Les politiques ne font que ça. Et c'est jouer leur partition, c'est dire il a dit ça, il a fait ça, etc. Vous vous rendez compte, Macron et machin. Et c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est important de prendre cette conscience, effectivement, vous dites, voir le bon côté des choses, et puis surtout d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, de dire ça fait partie des choses. Évidemment, dans les Jeux Olympiques, il y a énormément de contraintes, il y a énormément de choses qui vont contraindre dans la vie des gens. Et puis, il va se passer, c'est sûr, un certain nombre de choses qui vont dépasser. Et puis, on se dira finalement, c'était un grand moment, et absolument. On peut dire aussi, et on ne va pas plus en dévoiler, parce que l'idée c'est vraiment de se procurer, de lire ce livre qui est excellent. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment à le lire. Il n'est pas tout à fait politiquement correct non plus, on en parlait il y a un instant. À un moment donné, il faut aussi savoir se dire, allez, j'y vais. Je peux avoir toutes les raisons du monde de ne pas réussir, mais si je le veux vraiment, je peux aussi me déplacer et déplacer des montagnes. C'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a ce côté un peu victimaire de la société où on met plus en avant ceux qui ne réussissent pas. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait nous dans l'émission, c'est-à-dire que ça s'appelle Inspire-moi si tu peux. On a tendance à plus inviter des gens qui ont des solutions plutôt que des problèmes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on met plus en avant les gens qui ont des problèmes et qui ont des raisons de les avoir, plutôt que de montrer ceux qui peuvent en sortir et donner des solutions. Oui, c'est ça. En fait, c'est une société qui est très ancrée sur ce qu'on appelle la victimisation, c'est-à-dire que les gens font métier de se penser en victime. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé ça, ou il est arrivé ça à mon pays, ou il est arrivé ça à mes ancêtres, donc je dois traîner ça pendant des années. C'est extrêmement enfermant. C'est extrêmement enfermant de vivre une vie de victime. Oui, l'histoire fait partie de la vie. Et en fait, réussir ou rater sa vie, c'est une histoire qu'on se raconte. Et là encore, les gens qui ont vécu un certain nombre d'années, comme c'est mon cas, ils peuvent regarder leur vie passée. Ils peuvent très bien se dire hey, « j'ai foiré ça, paf, j'ai foiré ma vie ». Et puis, vous pouvez regarder en me disant « ah, ça, c'était pas mal. Puis là, j'ai passé un bon moment. Puis là, c'était quand même sympa. » Et puis, réunissez tous ces aspects-là. Puis, vous vous direz à ce moment-là « bah oui, mais finalement, j'ai pas si mal raté que ça. J'ai bien réussi ma vie. » En fait, vous pouvez vous dire « c'est votre histoire. J'ai raté ou j'ai réussi. » C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Vous ne l'avez ni raté ni réussi, vous l'avez vécu. Tout à fait. Et il y a aussi une réponse vraiment à cette question, pourquoi il est impossible de rater sa vie, mais on ne va pas la dévoiler, elle est à la fin du livre, et elle est plutôt perturbante, mais intéressante. Donc je vous conseille évidemment de vous procurer ce livre. Dans un instant, on va continuer l'émission, parce que j'imagine que certains se disent, mais si, il est possible de rater sa vie, j'en ai même des exemples. On va regarder certains exemples, et on va voir ce que vous nous en dites. Ce sera juste après la pub, restez avec nous, à tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Marc. J'en ai parlé il y a un instant. L'inspiration, ça peut venir aussi des gens. Et quand on dit pourquoi il est impossible de rater sa vie, parfois on a des idées sur des personnes et on se dit bah lui, il n'a quand même pas très bien réussi ou pas complètement. Mais justement, on va essayer de décrypter par rapport aux personnalités qu'on va voir maintenant pourquoi ils l'ont raté ou pas, justement, puisqu'il est impossible, on le rappelle, de rater sa vie. Première personnalité, on regarde, je crois que c'est une personnalité politique. C'est François Bayrou. Alors François Bayrou, on imagine qu'il n'a pas raté sa vie, mais en même temps, il a toujours voulu être président de la République et à chaque fois, ça ne s'est pas proposé à lui. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaye toujours. Oui. Il essaye toujours. Bah, il peut penser
peut-être qu'il s'imagine depuis qu'il est tout petit qu'il veut être président de la République, mais il a quand même été, bon, il est agrégé de grammaire, je crois, ou agrégé de français. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui sait les choses. Et il n'aura peut-être pas été président de la République dans sa vie, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il ait raté sa vie. Tout à fait. Allez, plus dur, on enchaîne. Avec Marilyn Monroe, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que du point de vue du public, on peut imaginer qu'elle l'a réussi. On en parle encore bien longtemps après sa mort. Et pourtant, c'est une femme qui a été malheureuse et qui a fini par peut-être même mettre fin à ses jours. Alors, Marilyn Monroe, c'est vraiment l'icône des icônes. Je crois qu'il y a eu, depuis sa mort, il y a eu 400 biographies sur elle extraordinaire. La femme dont on rêve. Tout le monde sait qu'elle a vécu une vie où elle était dépressive, où elle a addicte des médicaments, où elle a cherché en permanence un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas dire que sa vie soit heureuse. Moi, je crois qu'on ne rate pas ni ne réussit sa vie. Il faut prendre l'ensemble de sa vie telle qu'elle est. Et dans le cas de Marilyn Monroe, on a essayé d'en faire une image, d'en faire une icône, enfin c'est toute l'industrie du cinéma, de la femme à qui tout réussit. Ah non, ça n'existe pas, la femme à qui tout réussit. Parce qu'elle, tout ne lui a pas réussi, loin de là. Personnalité suivante. Napoléon Bonaparte. Pareil, on en parle, lui je crois que c'est, on dépasse les 400 biographies, je crois qu'il y en a une par jour qui est écrite dans le monde, et des films encore. Et malgré tout, une carrière qui s'est très vite arrêtée pour lui, et très très mal d'ailleurs, isolé sur une île en plein milieu de l'Atlantique. Très vite, et puis quand même, alors Napoléon d'un côté, c'est quelqu'un qui a fait les lois dans lesquelles nous vivons, qui est vraiment à un moment donné fondateur de l'État français, etc. Puis de l'autre côté, qui a creusé un sillon sanglant dans l'Europe avec 4 millions ou 5 millions de soldats tués. Enfin, c'est quand même assez horrible de ce côté-là. A-t-il réussi ou pas? Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait une idée de sa propre réussite. Il voulait absolument réussir et il a fait le meilleur comme le pire. Il est passé quand même sur le corps de millions de gens. Donc ça, bien sûr, on ne peut pas le... Mais vraiment, typiquement, réaliser le rêve qui est d'être le premier, le meilleur, le plus grand. Lui, ça, il l'a réussi. Ça, il l'a réussi. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie? Je ne sais pas. Et sa mort, peut-être? Oh, sa mort, c'était pas terrible. Non, mais en tout cas, ce qu'il en reste, oui, sa postérité. Sa postérité, ah oui, absolument. Ah bah, sa postérité, il l'a réussi. Voilà, c'est Napoléon, il faut le prendre en bloc. C'est ça qui est important. Les gens qui veulent déboulonner l'histoire, sous prétexte qu'il a fait telle chose, qu'il y a eu cette histoire du Code nègre aussi, il a fait des choses qui n'étaient pas très bien aussi. Il faut savoir prendre les choses en globalité, dans leur totalité. De toute façon, on ne changera pas l'histoire, et on ne changera pas ce qu'il était, et on ne changera pas le monde. Personnalité suivante, Xavier Dupont de Ligonnès. Alors là, c'est celui qui a disparu là. Après... celui qui a disparu après avoir tué toute sa famille. Là, c'est difficile de se dire qu'il n'a pas raté sa vie, ce mec-là. Je sais pas. En tout cas, sa vie médiatique, il a réussi. Peut-être est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. En tout cas, si le but c'était qu'on parle de lui, là, il a bien réussi. C'est plutôt réussi. Oui. Donc tout dépend du prisme qu'on prend à chaque fois. Tout dépend du prisme qu'on prend. Voilà. Très bien. Bon, c'était un peu le piège celle-là, mais il y en a d'autres. Bon. On a pris Oussama bin Laden, c'est ça? Une photo des Guignols. Au-delà d'Oussama bin Laden, si on prend la vie d'un terroriste, par exemple, difficile aussi à dire qu'il a réussi sa vie. Pour tous ceux qui sont dans des attentats, notamment kamikazes, et qui terminent leur vie sur la mort aussi d'autres personnes. Est-ce qu'on en parle aussi dans le livre, du côté spirituel des choses? Parfois, réussir sa vie pour une personne, ça peut être faire le mal pour les autres. Alors ça, c'est pas du tout la spiritualité pour moi. Non, mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire la spiritualité, ça doit être d'être investi de quelque chose qui est plus grand que soi. Lui, il était investi de quelque chose qui était une haine profonde et une volonté du mal, une volonté de nuire, etc. Voilà. Est-ce que ça, il a quand même effectivement réussi? Je disais, il a réussi dans le mal. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il a réussi ou raté sa vie? On ne sait pas où il est actuellement. Demandez peut-être à des gens qui vous diront il est dans le paradis d'Allah, j'en sais rien. Personnalité suivante. Mozart. Alors Mozart, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le livre, on découvre que l'histoire qu'on se fait de Mozart, elle est complètement fausse.
Parce que moi, personnellement, je l'ai appris, je pensais, comme beaucoup de gens, que Mozart était mort sans le sou et seul, enterré tout seul. Ah oui, alors on a raconté une histoire au 19e siècle sur la vie maudite de Mozart, qu'il aurait été, comme dans le film Amadeus, qui date d'il y a 30 ans, là, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire où il meurt vraiment, il est jeté dans la fosse dans une fosse publique, commune. dans une fosse commune, il n'a plus d'argent, tout le monde le jage, il meurt à 37 ans, malade, physique, etc. C'est vrai qu'il est mort malade. Mais alors, c'était quand même une grande star. Il était connu du monde entier. Il gagnait beaucoup d'argent. Il gagnait 3 fois plus d'argent à l'époque de sa mort qu'un professeur d'université de l'époque, qui déjà avait un bon statut. Il était pas... Le problème, c'est qu'il dépensait tout. Il dépensait tout. Donc, c'est pas une vie maudite, la vie de Mozart. En plus, il était demandé partout, etc. Le problème, c'est qu'il avait des démons personnels. Il dépensait son argent, il était malade, et il avait quand même cette phtisie, cette tuberculose, etc. Donc, mais on veut se raconter l'histoire des artistes malheureux. Il y en a beaucoup comme ça. On va se raconter l'histoire des artistes malheureux. Mozart n'était pas plus malheureux qu'un autre. C'est contre le siècle des Lumières, c'est plutôt le romantisme qui là veut raconter l'histoire d'une certaine manière. Exactement, c'est après Verlaine et autres qui ont... C'est les poètes maudits. C'est-à-dire que pour avoir une vie littéraire, pour avoir une vie artistique, il faut avoir une vie maudite. Je suis désolé, je donne des exemples dans mon livre. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas du tout une vie maudite et qui sont des très grands artistes. Personnalité suivante. Ah bah c'est pas une personnalité. En tout cas, il y en a une qui est cachée derrière, c'est Jacques Séguéla évidemment, qui pendant, je crois, la campagne de Nicolas Sarkozy, en tout cas le début de quinquennat de Sarkozy, avait dit justement, il est possible de rater sa vie si justement à 50 ans on n'a pas de Rolex. Voilà, si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie, c'est ce qu'il avait dit à un journaliste, en parlant de... Parce qu'il y avait une polémique autour de Sarkozy qui avait une Rolex, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'est-ce que c'est avoir une Rolex? C'est un rêve de gosse, c'est un rêve de jeunesse. Est-ce que c'est réussir sa vie? Non, nos rêves, ils évoluent dans la vie. Et je ne suis pas sûr que les rêves soient faits pour être réalisés. Je pense que les rêves sont faits pour être rêvés, pour nous donner une certaine tension, mais pas pour être réalisés, parce qu'une fois qu'on l'a réalisé, qu'est-ce qui se passe? Non, et puis en plus, les rêves, ils changent. Si on vous demande quel est votre rêve il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous en avez d'autres maintenant. Et dans 20 ans, vous aurez d'autres rêves, ça c'est sûr. Donc, vous ne les aurez peut-être pas réalisés, mais ils vous auront fait avancer. Et voilà. Et les rêves, c'est fait pour ça. C'est un peu comme les fantasmes sexuels. Ils ne sont pas faits pour être réalisés. Ils sont faits pour être imaginés, pour vous donner une certaine tension. Et puis, si vous les réalisez, vous vous dites « Ah, bah, c'était que ça ». On peut parfois être déçu, même par ses rêves. Avant de passer à la suivante, la Rolex aussi, est-ce que c'est pas un mal de notre société? Le consumérisme, le matérialisme aussi, et la volonté, en ayant ce genre d'objet, de montrer aux autres qu'on a réussi. Justement. Bien sûr, parce que celui qui veut à tout prix réussir sa vie est une personne très fragile. Il faut qu'elle montre en permanence des signes de réussite de sa vie. Sinon, ça s'écroule. Et les gens qui pensent avoir réussi leur vie ou qui veulent montrer qu'ils ont réussi leur vie, dès qu'ils ont un échec, ils les vivent beaucoup plus difficilement que les gens qui assument les échecs et les réussites. Comme pour celui qui est mauvais joueur et qui ne se suffit pas de gagner, mais qui veut voir le malheur dans l'œil de celui qui perd. Absolument. Allez, question suivante. Plus dur. Ah, vous êtes dur, hein? Oui. Ah, j'avais dit, il y a eu 3 pièges. C'est le 3e. Oui, vous êtes dur. Vous êtes dur quand même parce que qu'est-ce qu'on peut dire du mal? Qu'est-ce qu'on peut dire du mal? Du mal absolu. Parce qu'on a vu Oussama Ben Laden et on voit Hitler maintenant. Le mal absolu, malheureusement, alors là, c'est une réflexion de philosophe, mais le mal absolu fait partie du monde. On ne pourra jamais l'éradiquer. Et il faut l'assumer, comme on assume l'histoire, comme on assume un certain nombre de choses, l'étudier, le comprendre, essayer d'aller au fond de tout ce qui a pu se passer dans la folie des gens, dans la folie destructrice, dans la folie génocidaire, dans toutes sortes de choses. Donc, mais le mal fait partie à 100% du monde. On ne l'évitera pas. Très bien. Et du coup, ça revient aussi à ce livre et à l'idée qui est débattue dedans. Pour aussi réussir sa vie, il faut accepter que tout ne soit pas rose toujours et que le mal fasse partie de nos vies, encore une fois. Il faut accepter que le mal fasse partie de sa vie, mais aller même un peu plus loin. Il faut l'assumer. En fait, je pense qu'il faut être quelque part spectateur de sa vie. Pas essayer de la mener trop facilement, mais être spectateur et dire voilà, ça, c'est en train de m'arriver,
ça fait partie de ma vie. Peut-être que quelque part, d'un point de vue cosmique, je l'ai voulu. Ça fait partie des choses. Même des choses très très graves, ça fait partie d'un ensemble qui est ma vie. Comment je vis ça? En l'intégrant, en l'assumant. Plutôt qu'en me disant, il m'arrive tout le temps des trucs dans l'existence, j'arrête pas de me faire cabosser, je réussis pas, etc. De dire, non, j'ai tout ça, ça fait partie de ma vie. Regardez votre vie pour vous connaître. Et de toute façon, il est impossible de rater sa vie. Je confirme. Voilà, et de toute façon, c'est écrit dans ce livre. Je vous conseille encore une fois de vous le procurer. C'est aux éditions First. Merci beaucoup, Marc Waliński, d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Merci de m'avoir invité.